Alors, Christiane donc n'est pas disponible pour le moment, donc on va passer d'abord à Geoffrey Mine. Je rappelle que vous êtes donc le représentant du gouverneur de la Banque nationale de Belgique et vous allez nous parler de la conjoncture économique en Belgique durant la crise du coronavirus. C'est à vous. Bonjour à tous, alors vous m'entendez là? Oui. Ah oui, je me vois même dans l'écran. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi de participer et donc de venir parler d'économie un petit peu avec vous, même si je pense un peu comme tout le monde, j'aurais voulu que ça se passe dans des conditions différentes. C'est vrai qu'en réel, c'est un peu meilleur. Est-ce que par hasard vous voyez mes slides ou pas? Pour le moment, non. Ah voilà, oui. Ok, ah voilà. Donc, le sujet de cette présentation ici, ce sera de parler de conjoncture économique, c'est-à-dire la macroéconomie, mais à court terme, en Belgique durant la crise du coronavirus. Et les questions qu'on va se poser, c'est particulièrement comment s'est débrouillée l'économie belge, comment se sont débrouillées les entreprises, les ménages, et de se rendre compte en fait que cette crise du coronavirus, c'est un choc qui est incomparable dans l'histoire de l'économie belge, dans l'histoire de l'économie européenne, autant par l'ampleur du choc qu'on a vécu que de la nature de cette crise. Il n'y a pratiquement rien de comparable à l'heure actuelle. C'est aussi un choc qui est assez généralisé. La quasi-entièreté des secteurs d'activité ont été impactés négativement. Et même si certaines entreprises s'en sortent mieux, même si certains ménages n'ont pas vécu un impact très fort, eh bien, c'est très difficile, c'est très compliqué d'y voir quelque chose de positif. Donc, à la slide suivante, on peut voir ici qu'on va aborder l'économie belge en 2020, donc analyser ça comme dans le rapport annuel de la banque, si vous voulez plus de détails, et de voir l'année écoulée. En deuxième partie de présentation, ce sera plus sur la période récente, sur les dernières semaines, sur les 2 derniers mois, de voir de prendre le pouls de l'économie belge à l'heure actuelle. Donc, pour entrer directement dans le sujet, en slide 3, vous pouvez voir l'évolution du PIB. Et donc, le PIB belge, si on regarde sur l'année écoulée, en 2020, a baissé de 6,2%. 6,2%, c'est gigantesque, sachant qu'on n'a plus vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en termes économiques, le PIB, c'est quoi? C'est simplement l'ensemble de la valeur ajoutée créée en Belgique. On met toutes les entreprises l'une à côté des autres, on regarde leur valeur ajoutée et ensemble, ça crée le PIB. Et c'est souvent pris comme une mesure de l'activité économique. Comment l'activité croît par rapport à l'année passée ou dans ce cas-ci, décroît. Donc on a vu au premier trimestre une baisse, mais qui était particulièrement focalisée au mois de mars. Donc il y a une baisse de 3%. Et ensuite, au deuxième trimestre, une baisse énorme, j'allais dire, de 12% environ. Donc combiné, on passe, donc si le PIB réel est considéré comme d'une valeur 100 à la fin de l'année 2019, eh bien, on était 15% inférieur 2 trimestres plus tard, ce qui est gigantesque. Alors, j'allais dire, dans notre malheur, ce qui est quand même positif, c'est la réaction de l'économie au troisième trimestre. On a vu qu'au mois de juillet, fin juin déjà aussi, eh bien, on avait quand même un fort rebond de l'économie, et particulièrement au niveau de la consommation des ménages. Là, on a eu une reprise de quasiment 12% en l'espace d'un trimestre, ce qui est extrêmement, j'allais dire, positif dans la réactivité de l'économie. Donc, par elle-même, eh bien, l'économie a rebondi. Et ce qui est aussi assez positif dans tout ça, c'est aussi que le pouvoir d'achat des ménages, eh bien, s'est révélé être relativement solide durant l'année 2020. Donc, c'est-à-dire qu'on a
un pouvoir d'achat des ménages qui est resté relativement stable. Donc, ça c'est pour le PIB en Belgique. Si on se focalise sur le PIB européen, eh bien, on voit que l'Union européenne a vécu un choc un peu plus large, donc à hauteur plus ou moins de 7,3%. Donc 6,2 contre 7,3%, ça veut dire qu'il y a des pays plus au sud de l'Europe qui ont vécu un choc plus lourd que la Belgique, parce que il y a des secteurs d'activité plus sensibles à cette crise particulière, mais aussi parce que l'épidémie s'est montrée plus vigoureuse à ce moment-là. Donc, et aussi, j'ai mis ce graphique aussi pour avoir une comparaison par rapport à la crise de 2008-2009. On avait une baisse de 2% du PIB, alors que c'était une crise on disait de cette crise qu'elle n'avait jamais été vue depuis les années 30. C'était une crise majeure. Et quand on voit la comparaison par rapport à ce qu'on a vécu en 2020, eh bien, c'est 3 fois moindre. Donc ici, comme je disais, c'est un choc incomparable. Alors, et ce choc, c'est en fait la combinaison d'un choc d'offres et de demande. Donc, la slide suivante, on voit que je pense qu'il faut... Je ne sais pas ce qui est... oui, il manque des choses sur l'écran apparemment. Mais ce que je vais faire sans, on voit que c'est un choc de demande et plus particulièrement de demande intérieure. C'est-à-dire que la demande intérieure a été bien plus impactée que la demande extérieure. Le commerce international et particulièrement le commerce de biens industriels est resté relativement peu impacté en comparaison à la demande intérieure. Et dans la demande intérieure, on a la consommation des ménages, une baisse de moins 8,3%. Donc, les ménages ont baissé leur consommation drastiquement parce qu'ils ont été forcés, parce qu'il y avait toute une partie de l'économie, des activités qui étaient non disponibles, ou parce que simplement, ce n'était pas très agréable d'aller faire le shopping seul avec un masque. Donc, la consommation a baissé drastiquement, ce qui tranche aussi avec les crises précédentes où la consommation reste relativement stable, ce qu'on avait vu en 2008-2009. Alors, deuxième partie, l'investissement en logement a baissé de 9%. L'investissement en logement. Donc, les gens ne pouvaient pas aller, dans un premier temps, au mois d'avril, ne pouvaient pas aller visiter des maisons. Et donc, dans ce cadre-là, impossible d'effectuer des achats. Mais en plus de ça, eh bien, en période d'incertitude, on a tendance à faire un pas en arrière et ne pas dépenser, ne pas vendre et de garder la situation à changer. Donc, les investissements en logement ont baissé de 9%, ce qui est bien plus élevé, le choc est bien plus fort que pour le PIB dans l'ensemble. Pour les investissements des entreprises, la troisième partie, c'est une baisse de 8,7%. C'est un peu le même principe. Les entreprises étaient obligées d'être fermées avec un climat de forte incertitude, ce qui veut dire que eh bien, même des entreprises qui hésitaient entre deux types d'investissements vont avoir cette tendance à faire un pas en arrière et ne pas investir. Dans les enquêtes de l'ERMG, on a aussi posé cette question des investissements et on remarquait que les entreprises avaient diminué d'1 cinquième leur investissement de manière générale et que même pour l'année 2021, c'est encore une baisse de 19%, ce qui est gigantesque. On ne verrait qu'une reprise qu'à partir de 2022. Alors au niveau des exportations, là aussi, on voit une baisse de 6,3% qui est particulièrement élevée. Mais il faut savoir aussi que cette crise du coronavirus touche plus les services que le secteur industriel. Et la plupart des exportations sont malgré tout dans le secteur des exportations industrielles. Du coup, eh bien, il y a un impact un peu moindre. Alors, comme je disais, c'est un choc de demande, parce que la demande intérieure ne peut plus accéder à ces sources de dépenses, mais c'est aussi un choc d'offres, et ça on le voit à la slide suivante. En fait, on le voit, les entreprises
Donc la slide 5, si c'est possible, voilà. C'est un choc d'offres, c'est-à-dire que les entreprises qui offrent leurs services et leurs biens, enfin, contre rémunération évidemment, mais les entreprises ont été obligées de fermer ou de réduire leur activité. Ici, dans l'Horeca, par exemple, on voit même des entreprises qui ont pu ouvrir au mois de juin, juillet, eh bien, avaient une offre limitée. Ils ne pouvaient mettre qu'un certain nombre de tables limitées dans leurs institutions. Donc ça veut dire qu'ici, on voit vraiment que l'offre qu'un même restaurant pouvait faire, eh bien, n'était pas la même entre janvier 2020 et juillet 2020, par exemple. Donc, l'offre a été amoindrie. Et on voit qu'il y a une énorme hétérogénéité entre les secteurs d'activité. Donc ça, c'est la première chose aussi. C'est une conclusion importante dans la crise, dans le cadre de la crise du coronavirus, c'est qu'on a une forte hétérogénéité entre les secteurs d'activité. On a des secteurs fortement touchés, le commerce, transport, l'Horeca sont des secteurs fortement touchés, mais aussi tous les services qui sont liés aux consommateurs. Donc les services qui sont liés justement au contact entre les gens. Et là, on voit des baisses de des baisses de 18% de la valeur ajoutée des 3 premiers trimestres de 2020 comparé aux 3 premiers trimestres de 2019. Alors, bizarrement, aussi, le secteur de la santé sera fortement impacté. Et ça, c'est principalement dû au fait que eh bien, il y a de nombreuses activités à forte valeur ajoutée qui vont être retardées ou même annulées. Donc, on a comme ça, dans les hôpitaux, des services entiers qui sont complètement à l'arrêt. Donc, et qui doivent arrêter ces services ou ces consultations ou ces opérations prévues, eh bien, n'ont plus lieu, soit parce que le client ne veut pas, soit parce que un client ou le patient ne veut pas, soit parce que, eh bien, pour des raisons sanitaires, on va préférer avoir une réallocation des capacités de production vers les zones Covid, par exemple. Alors, pour faire un focus sur l'agriculture, ici, on voit une augmentation de 7%. Je pense que ceci est un peu biaisé par le fait que l'année 2019 avait été particulière, avec une période de forte chaleur durant l'été, mais de manière générale, 2019 restait assez marqué, 2020 aussi. Mais lorsqu'on a comme ça des chocs historiques majeurs, eh bien, les comparaisons en pourcentage peuvent être un petit peu trompeuses. Donc, à ce moment-là, moi, je me focaliserai pas tellement là-dessus, mais plutôt sur, et ça c'est la slide suivante, sur l'entreprise médiane. Donc ici, on a aussi maintenant les chiffres de TVA qui sont disponibles pour toute l'année 2020. Et là, on regarde l'entreprise médiane. Donc c'est-à-dire l'entreprise qui, au niveau de son chiffre d'affaires, voit 50% de son secteur qui s'en sort mieux et 50% de son secteur qui s'en sort moins bien. Et donc cette entreprise médiane représente, dans une certaine mesure, eh bien, son secteur. Pour le secteur de l'agriculture, eh bien, on voit que l'entreprise médiane, au niveau de son chiffre d'affaires, est, si on regarde la totalité des mois, est quand même dans le rouge. Donc on a vu des baisses au mois de février, mars, avril, mai, juillet, août et maintenant à nouveau décembre. Donc au total, on a un impact de la crise du coronavirus qui est, pour l'entreprise médiane, assez limité, qui est négatif, mais assez limité. Alors, normalement, ça devait afficher et ça devait s'afficher par la suite, mais derrière le commentaire, on voit pour le total des entreprises, eh bien, on voit quand même que l'impact est beaucoup plus fort pour les entreprises au mois de
pour le total des entreprises en Belgique au mois d'avril. Donc on a une baisse de 32% des ventes, du chiffre d'affaires à ce moment-là. Et pour le reste, on a au mois de mai une baisse de 18% ou au mois de novembre, lors du deuxième confinement, une baisse de 6%. C'est un impact plus fort que dans l'agriculture. Donc de manière générale, il semble, mais attention, il faut prendre ça avec des pincettes, de manière générale, l'entreprise moyenne dans l'agriculture semble moins touchée par la crise du coronavirus que l'entreprise médiane belge. Maintenant, il y a une forte hétérogénéité et ça dépend des sous-secteurs. Donc on va avoir des secteurs qui sont touchés, fortement touchés, et on va avoir des secteurs qui sont relativement préservés. Et c'est la même chose dans le secteur de l'agriculture. Maintenant, ce qui ressort aussi au niveau du secteur de l'agriculture aussi, c'est que, et ça c'est dans l'enquête qu'on fait au niveau de l'ERMG, eh bien, c'est une enquête qui est faite pour essayer de mesurer l'impact de la crise, eh bien, il y a des répondants qui nous disent que, eh bien, effectivement, la crise du coronavirus est un élément important pour nous, mais probablement qu'il y a d'autres éléments, notamment les différentes sécheresses successives, ont un impact bien plus élevé que la crise du coronavirus. Maintenant, tout ça, évidemment, ça dépend des sous-secteurs d'activité. C'est pas toujours la même réalité. Ça dépend quels sont les clients, ça dépend quelles sont les régions, ça dépend aussi quel type de biens sont fournis. Alors, ici, l'hétérogénéité, on le voit à la slide suivante, est aussi remarquée au niveau, donc ça c'est au niveau des entreprises, mais au niveau des ménages, c'est la même chose. On a des ménages qui sont fortement impactés. Donc imaginez simplement un ménage avec les deux parents, les deux salaires qui proviennent de petits indépendants dans l'ORECA ou dans l'événementiel. Eh bien, pour ce ménage-là, les revenus vont chuter drastiquement. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que le revenu des ménages, le revenu des entreprises a été mis sous pression, mais le secteur public, donc c'est-à-dire le secteur public, et quand on parle de secteur public, c'est au niveau régional, tout comme le niveau fédéral et au niveau communal aussi. Donc les administrations publiques ont pris en charge 34-35 milliards des 41 milliards que coûte la crise. La crise, on l'a estimé par rapport aux prévisions qu'on avait de fin 2019, et comparativement à ce scénario-là, eh bien, les revenus de l'économie ont baissé de 41 milliards d'euros. C'est plus ou moins l'évaluation du coût de la crise pour les ménages, les entreprises et les administrations publiques. Et on voit, et ça c'est en bleu ici, les administrations publiques ont pris en charge 34,5 de ces 41 milliards. Alors ça a été fait par le biais évidemment des aides qui ont été fournies aux ménages, des aides qui ont été fournies aux indépendants ou aux entreprises, mais on le voit aussi par une baisse des impôts aussi, parce que étant donné que les impôts ont diminué, les revenus liés à l'impôt pour l'État ont diminué, eh bien, ça fait aussi partie de cette baisse de revenus pour les ménages, pour les administrations publiques. Et on voit que pour les entreprises et les ménages, ça reste assez limité. Et pourquoi c'est limité? Ça, on regarde sur le graphique de droite, on voit qu'il y a eu en mauve une baisse des revenus primaires. Pour les ménages, c'est une baisse de salaire, principalement. On a toute une série de ménages qui ont perdu des revenus. Et ceci a été compensé par une hausse des revenus secondaires, c'est-à-dire allocations, subsides, tous les subsides qui ont été donnés aussi pour les indépendants, pour les ménages, pour les secteurs les plus touchés, le chômage temporaire. Eh bien, ça a permis justement de réduire cet impact sur le revenu des ménages. Et d'ailleurs, si on compare par rapport à l'année passée, 2020 par rapport à 2019, eh bien, le revenu des ménages, le pouvoir d'achat des ménages est plus ou moins stable. Pour les entreprises, on voit l'impact est plus important en pourcentage. Donc, les entreprises ont dû endosser une plus grande partie de ce choc. Alors,
malgré tout, et ça on le voit à la slide suivante, ici, sur les revenus, c'est assez visible, on peut calculer ça, mais il reste encore une grande partie du choc économique qui est inconnu. On ne sait pas combien de faillites on aura, on ne sait pas combien d'emplois on perdra. Ça, ça fait partie de la grande inconnue. Principalement, à titre d'illustration, en 2020, on a eu moins de faillites qu'en 2019. Ce qui peut paraître paradoxal, mais tout ça, ça a été mis sous cloche grâce au moratoire, grâce au chômage temporaire pour les emplois, mais tout ça, ça a été mis sous cloche. Et donc, on peut s'attendre à une vague des faillites. Et d'ailleurs, dans l'enquête de l'ERMG, vous le voyez ici, lorsqu'on pose la question prévoyez-vous une procédure de faillite dans les 6 prochains mois? Eh bien, principalement pour les indépendants et les petites entreprises, elles sont plus ou moins entre 9 et 11% à répondre qu'elles sont soit dans une procédure de faillite, soit elles le seront à très court terme. Ce qui veut dire qu'il y a un clair risque d'une vague de faillite, principalement des petites entreprises. Pourquoi les petites entreprises? Parce qu'elles sont souvent plus concernées par ces métiers de contact, mais aussi parce qu'elles ont une assise budgétaire, une assise de liquidité qui est moins solide par rapport aux grandes entreprises. Donc, ici, on peut s'attendre à une vague de faillite. Aussi, au niveau des finances publiques, pour l'instant, la dette publique est estimée à 115% du PIB. On était aux alentours de 100% du PIB avant la crise. Donc ici, pour l'instant, on a augmenté la dette publique de 15 points de pourcentage. Maintenant, quelles mesures va-t-on prendre? Combien de temps va durer la crise? Ça reste encore hautement inconnu. Donc l'effet sur les finances publiques reste encore hautement inconnu. Sur la slide suivante, on peut voir aussi, et ça c'est un élément important pour nous en tant que banque nationale ou banque centrale, c'est l'effet sur l'inflation. Pour l'instant, l'effet sur l'inflation a été très important en 2020. On est passé de 1,2% d'inflation à 0,4% d'inflation au niveau de l'indice global. Mais cet indice global prend en compte aussi le pétrole ou d'autres éléments plus volatiles. Donc, si on nettoie, entre guillemets, de ces éléments très volatiles, on arrive à une augmentation de 1,4%. Pour mémoire, il faut, pour les autorités monétaires, il faudrait qu'on soit proche, mais inférieur à 2%. Donc, ici, on ne peut pas dire qu'on soit proche de 2%. Donc, ça veut dire que les pressions inflationnistes ne sont pas encore assez élevées. Ça veut dire aussi que la politique monétaire doit rester accommodante. Et c'est ce qu'a fait la Banque centrale européenne. Les autorités monétaires sont montées au créneau pour justement essayer de garder cet environnement de taux bas, parce que monter les taux dans ce climat n'aurait pas vraiment de sens. Ça aurait comme impact de diminuer encore plus l'investissement et de peser sur le consommateur ou peser sur les finances publiques. Dans ce climat-ci, c'est absolument exclu. Donc, cette politique monétaire traditionnelle des taux bas a été complétée par une politique monétaire non traditionnelle pour stabiliser les marchés, pour garantir aussi des conditions de financement, parce que ce serait encore pire si les banques commençaient à contraindre le crédit par manque de liquidité. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenir cette liquidité, il faut maintenir cette possibilité d'avoir un accès au crédit. Et ça, c'est aussi le rôle de la Banque centrale européenne et de la BNP par extension. Donc, ce qu'on voit aussi au niveau de l'inflation, c'est que d'ici l'horizon 2023, on n'atteint pas encore à cette barre des 2%. Ça veut dire qu'on peut aussi s'attendre à ce que la politique monétaire reste accommodante dans l'état actuel des choses. Évidemment, on est dans une période de fort changement, donc ici, tout peut changer encore. Alors, slide suivante, maintenant on passe au niveau de la conjoncture. Ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces 2 derniers mois, ces dernières semaines, qu'est-ce qu'on a remarqué? La confiance des ménages, des entreprises, s'est redressée un peu. On était au début de l'année,
au mois d'avril, on était à un plus bas historique pour les entreprises et pour les ménages. Maintenant, on est de retour à la moyenne historique. Donc, les gens n'ont pas plus ou moins confiance que par le passé. On est plus dans une période où on ne sait pas trop sur quel pied danser pour les mois à venir. Donc, ici, est-ce qu'on va replonger ou est-ce qu'on va se redresser? Eh bien, ça dépendra d'un choc exogène, ce qu'on appelle les chocs exogènes, qui vient de l'extérieur de l'économie, qui n'est pas directement contrôlable au niveau économique. C'est clairement la pandémie. Alors les gens, les entreprises, eh bien, ont leur lot d'incertitudes, particulièrement au niveau des services. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir donner comme service dans les prochains mois? Qu'est-ce que les restaurants vont pouvoir faire? Ça, c'est compliqué. Au niveau de leur chiffre d'affaires, est-ce qu'on va revenir à un niveau d'avant-crise ou pas, quand ça reste beaucoup de zones d'incertitude? Pour les ménages, c'est la même chose. Le confinement, quand est-ce qu'on va pouvoir déconfiner? Est-ce que le vaccin va mieux fonctionner? Que va-t-il se passer au niveau de l'emploi? Une des sous-composantes justement de l'indicateur de confiance des consommateurs, c'est lié à l'emploi, et on voit qu'il s'est clairement détérioré. Donc les gens ont peur pour leur emploi. C'est l'aspect sanitaire. Au niveau des entreprises, donc le slide suivant, on peut voir qu'on mène une enquête, le RMG. Donc le RMG, c'est un groupe qui a été mis en place notamment par le gouvernement pour essayer de mesurer l'impact justement de la crise économique sur les entreprises et les ménages. Et ici, il y a une enquête qui est menée depuis le 23 mars, vous voyez, et on demande aux entreprises quel est l'impact de la crise sur le chiffre d'affaires. Et ici, on voit clairement qu'il y a eu un impact de 30%, 33% au tout début de la crise, au plus haut de la crise, et puis alors après, il y a eu une reprise successive. Alors, il y a une tendance à noircir le tableau, certes, de la part des entreprises qui participent à cette enquête, mais malgré tout, les tendances restent relativement correctes. Et on voit clairement aussi que le premier confinement a eu un impact beaucoup plus fort que le second. C'est dû au fait qu'on avait appris aussi, mais aussi parce que les mesures ont été beaucoup plus favorables à l'activité économique. Et il y a des pans entiers de l'économie, et le plus gros de l'économie, l'industrie, la construction, certains services aux entreprises, eh bien, n'ont pas été fortement impactés par les mesures de confinement. Ce qui veut dire, au final, que ça a coûté bien moins. Alors, si on se tourne vers l'avenir et les perspectives, on voit que pour l'année 2021, l'amélioration entre la situation actuelle et le reste de l'année est très faible. Donc, on passerait de 10% à moins 7%, mais lors de l'enquête, on était encore à moins 9%. Donc, l'amélioration est faible, et l'année 2021 semble être une année de transition. On ne sait pas trop comment ça va aller, mais le vaccin va certainement prendre du temps à fournir ses effets. Donc 2021, l'année de transition, mais par contre, on voit en 2022, on passe de moins 7 à moins 3%, c'est-à-dire une amélioration de 4 points de pourcentage. On peut s'attendre à une croissance, et dans les prévisions, on est plus ou moins à ça, une croissance de 3-4%. Dans la slide suivante, on voit aussi que cette enquête a été menée au niveau des secteurs d'activité, et ça c'est l'un des gros avantages. Ils permettent de voir les différentes réalités, et on voit qu'il y a, comme on disait, un écart énorme entre les secteurs fortement touchés, c'est-à-dire les loisirs, l'horeca, le transport de personnes, et l'ensemble des autres secteurs. Ici, on voit que l'agriculture, sur cette enquête-ci, apparaît en 4e position, mais il faut savoir qu'entre tous les secteurs de droite, dans le carré bleu, eh bien, les positions changent vraiment d'une enquête à une autre. À part la vente au détail alimentaire et les banques, tous les autres sont intervertis. Donc, c'est-à-dire, ils sont proches de la moyenne, mais inférieurs à la moyenne nationale. Au niveau des embauches, lorsqu'on pose la question des embauches à venir, eh bien, on voit plus ou moins la même chose. Ces secteurs fortement impactés risquent de perdre beaucoup d'emplois. Et par contre, les autres secteurs risquent soit d'avoir un impact relativement faible, soit justement de créer de l'emploi. Et là, c'est le rôle des politiques, c'est d'essayer de faire
une sorte de transfert, de faciliter le transfert entre secteurs. Ce n'est pas toujours simple, évidemment. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a travaillé pendant 20, 30 ans dans un secteur de passer de but en blanc à un autre secteur. Mais là, ça va être un des enjeux cruciaux, ce sera d'essayer de faciliter le transfert entre secteurs, transfert d'emploi, je veux dire, parce que mettre des offres d'embauche ne veut pas dire qu'elles vont trouver profil adéquat. Donc là, ce sera l'un des éléments cruciaux pour l'année à venir. Alors, un des éléments aussi cruciaux dans cette crise, et ça c'est la slide suivante, c'est que ce n'est pas seulement les secteurs d'activité qui comptent dans cette hétérogénéité, c'est aussi la taille des entreprises. Et on a remarqué très rapidement que les petites structures étaient en première ligne. Et l'impact de la crise va être très très fort pour les petites structures. Donc ici, on a une baisse du chiffre d'affaires qui est beaucoup plus forte pour les petites structures. Et c'est aussi lié au secteur, parce qu'on a beaucoup de petites entreprises dans l'ORECA, par exemple. Mais à titre d'illustration, les indépendants nous parlent d'une baisse du chiffre d'affaires de 40%. Les plus grandes entreprises, donc de 250 employés et plus, parlent d'une baisse du chiffre d'affaires de 7% en moyenne. L'écart est énorme. Et donc, une baisse du chiffre d'affaires veut dire problème de liquidité. Et donc, au niveau de la liquidité, on a 30% des petites entreprises qui nous disent avoir rencontré des problèmes de liquidité, contre 5% pour les plus grandes entreprises. Qui dit problème de liquidité dit potentiellement un risque de faillite. Et ça, c'est la même chose. 15% des indépendants et petites entreprises parlent de faillite probable ou très probable, et 0% des plus grandes entreprises, des très grandes entreprises. Et qui dit risque de faillite dit aussi accès limité au crédit. On a, dans le cadre de l'enquête, on a aussi des entreprises qui nous disent rencontrer des difficultés à avoir un crédit à un prix correct. Donc, 66% des indépendants ont des difficultés à avoir un crédit acceptable. Pour les entreprises de plus de 250 employés, c'est 12% seulement. L'écart, comme je vous disais, est énorme. Donc, ça veut dire, une fois qu'on n'accède pas au crédit bancaire, recours à l'épargne personnelle, et donc les indépendants ont dû venir avec leur propre épargne personnelle, et certains sont même dans l'incapacité de renvoyer des gens, parce qu'elles doivent payer le préavis. Et donc, ici, on trouve des situations très compliquées, ce qui mène à un degré d'inquiétude beaucoup plus élevé. Donc, on est à 6,8 sur 10. Donc, lorsqu'on pose la question sur une échelle de 1 à 10, eh bien, l'indicateur atteint 6,8 pour les petites entreprises et seulement 5 sur 10 pour les plus grandes entreprises. Donc, au final, les petites structures sont clairement en première ligne. Donc, en définitive, si je peux conclure là-dessus, j'espère ne pas avoir trop dépassé le temps qui m'était alloué, mais la crise, c'est un choc sans précédent. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte. Et d'un point de vue économique, l'intervention des autorités a été très utile. Et la crise a été en soi bien gérée, étant donné... je ne parle pas de tous les aspects de la crise, je parle uniquement d'un point de vue économique. Et là, de ce point de vue-là, la crise a été relativement bien gérée. On a eu un choc d'une ampleur incroyable, et en bon pompier, entre guillemets, les autorités budgétaires, monétaires, mais aussi le secteur bancaire sont directement montés au créneau. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi l'épargne qui a fortement augmenté. Elle a atteint 27% du revenu disponible au deuxième trimestre de 2020. Il faut savoir qu'en temps normal, avant la crise, on était à 13%. Ça veut dire qu'il y a 23 milliards d'euros supplémentaires qui ont été épargnés. Ça pourrait nourrir la croissance de la consommation pendant 3 ans. Donc ici, on a un potentiel de rebond qui est indéniable. Et le troisième trimestre avait déjà montré ce potentiel. Alors l'incertitude reste très élevée. Ici, on fait des scénarios, mais les hypothèses sur des hypothèses qui sont
qui peuvent être clairement mises en cause. Et ici, au niveau des retombées économiques, eh bien là, on n'a pas encore vu l'ensemble de ce qui va nous arriver. Donc voilà, ici, j'arrive au bout de ma présentation et je prendrai les questions tout à l'heure si vous en avez. Merci Geoffrey, oui, on reviendra vers vous dans quelques instants. Et d'ailleurs, je vous rappelle de ne pas hésiter à nous envoyer toutes vos questions sur la messagerie. Maintenant qu'elle est avec nous, on va aller vers Christiane Lambert qui nous parlera des défis et des enjeux pour les agriculteurs européens. Je vous laisse la parole, Christiane. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Je vous entends, oui. Parfait. Je vais mettre un peu de lumière parce qu'il fait noir chez moi. Hop. Voilà. C'est vrai qu'on vous verra mieux comme ça. Voilà, que la lumière soit et la lumière suit. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation de Marianne Strill à intervenir devant vous cet après-midi. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous voir. Nous sommes en visio, mais nous avons dû nous habituer à ce mode de fonctionnement. Ça permet de réduire les distances, de passer plus de temps au travail et en réunion. Et je voudrais remercier particulièrement Marianne, très investie, que j'ai la chance de côtoyer au niveau européen. Nous avons également conduit ensemble la signature de Hit Original, où nous avons beaucoup milité pour faire reconnaître l'étiquetage des produits. Et je sais qu'elle a une énergie à toute épreuve. Et malgré les difficultés qu'elle a rencontrées cette année, elle est toujours présente à la tête des agriculteurs. Et les agriculteurs wallons ont bien de la chance d'avoir une présidente aussi dynamique. Je t'embrasse, Marianne. Je voudrais remercier aussi Monsieur Geoffrey Mine pour sa présentation. Finalement, c'est bien que je sois passé après vous, monsieur, parce que vous avez montré la situation en Belgique, qui a beaucoup de similitudes avec la situation française. J'y reviendrai sur les effets de ce confinement. Vous m'avez demandé d'intervenir sur un titre ambitieux, défis et enjeux pour les agriculteurs européens. Donc, bien sûr, je traiterai des sujets économiques, de la politique agricole commune, de ce qui nous attend aussi en matière de transition et du contexte particulier aussi qu'a créé la crise Covid. Alors, je vais faire un peu ça, non, ça, je ne sais plus. Voilà, comme ça, c'est mieux. D'abord, dire, et l'exposé de M. Geoffrey Mine l'a montré, il faut le dire, globalement, le secteur de l'agriculture et de la production agricole et de l'alimentation a moins souffert pendant le confinement et sur cette crise que d'autres secteurs. Pourquoi? Parce que l'alimentation et donc la production agricole sont des secteurs stratégiques. Certains l'avaient oublié, mais la crise Covid et la pandémie qui a tétanisé tout le monde, confiné les gens chez eux, a permis de mesurer l'importance de l'accès à l'alimentation. La semaine précédant le confinement, tous les citoyens sont allés faire leurs courses, ont rempli leurs caddies, leurs placards de produits stockables. Certains ont stocké pour 2 mois. Et on a vu une explosion avec plus de 200, plus 300% d'achats de pâtes, de sucre, de farine, des produits de longue conservation. Et finalement, cette crise a montré l'importance de l'alimentation aux yeux de tous. Ceux qui pensaient qu'on pouvait en un clic commander tout à l'autre bout de la planète ont finalement déchanté. Au moment où l'Europe manquait de masques, de gel, de respirateurs, l'Europe n'a pas manqué d'alimentation. Et à qui le doit-on? Aux agriculteurs, aux industries agroalimentaires, à tout l'écosystème agricole, c'est-à-dire aussi aux salariés d'abattoirs, aux salariés du transport, de la logistique, du conditionnement, tous ceux qui ont travaillé parfois dans des conditions précaires, mais qui ont tenu cette chaîne alimentaire. C'est une vraie fierté. Il y a eu plusieurs fois des hommages. Nous avons eu des hommages de la part de notre président, de notre Premier ministre. Au niveau européen, Madame Ursula von der Leyen a salué la forte résilience du secteur agricole qui a été capable de nourrir les populations, même en situation très dégradée. Et donc, ce que je retiens, c'est que cette crise sanitaire dramatique, et les soignants ont été en première ligne et ont beaucoup souffert, elle a finalement permis de faire reconnaître le caractère stratégique de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, il faut que nous saisissions ce changement, que nous utilisions ce changement, cette nouvelle reconnaissance, ce nouvel attrait pour montrer tous les progrès que nous avons faits, les défis qui sont devant nous et comment nous voulons y répondre. Alors, c'est très important aussi au moment où la politique agricole commune est en cours de rédaction et au moment où des associations, des ONG, des élus s'expriment beaucoup sur la politique agricole commune sans toujours bien la connaître, en affichant beaucoup d'exigences. Faire reconnaître que déjà l'agriculture a réussi à tenir
et à nourrir, c'est grâce à la politique agricole commune qui nous permet de produire, de transformer et de stocker, parfois avec des crédits européens, des produits pour être capable de satisfaire tous les besoins, même en période de crise. C'est très important. Et c'est vrai que pendant cette période, il y a eu moins place pour les critiques fortes que nous avions auparavant en direction de l'agriculture, même si certains sont enclins à recommencer. À nous aussi d'être offensifs dans ces moments pour montrer tout ce que l'agriculture apporte à la société en termes d'emploi, d'économie, d'environnement, de paysage, etc. En France, nous devions avoir le salon de l'agriculture la semaine prochaine. Malheureusement, il ne peut pas se tenir en raison de la crise. Mais de très, très nombreux médias abordent cette période en faisant des émissions spéciales dédiées à l'agriculture. Et nous notons une tonalité beaucoup plus positive qu'il y a un an. Donc, à nous d'entretenir ces éléments positifs. Alors, être offensif, bien sûr, faire des transitions, bien sûr, mais aussi défendre une juste rémunération pour les producteurs. Là, la PAC n'est pas vraiment suffisamment au rendez-vous, puisque nous avons un niveau de revenu qui est inférieur au reste de la population, et parce que nous sommes très dépendants des soutiens. Donc, il faut absolument que nous améliorions les fonctionnements économiques. Ne pas oublier non plus que les traités initiaux fondateurs de l'Europe avaient comme objectif de garantir des prix raisonnables aux consommateurs, certes, c'est le cas aujourd'hui, mais aussi un niveau de vie équitable à la population agricole. Et là, nous ne sommes pas encore au bout du compte. Des nouvelles demandes, environnement, bien-être animal, sanitaire, moins d'antibiotiques, nous l'entendons, mais nous pourrons le faire que si la rémunération par le marché nous revient. En France, nous avons une formule, alors il n'est pas possible de la traduire en anglais parce que ça ne rime pas, mais c'est possible de la traduire en wallon. Plus vert, c'est plus cher. Chaque fois qu'on demande aux agriculteurs d'améliorer leurs pratiques, de réduire les intrants, de changer les conditions d'élevage avec des bâtiments plus spacieux, moins d'antibiotiques, des cultures différentes, pas d'OGM, etc., il y a des coûts supplémentaires qui doivent être intégrés dans les coûts de production pour les producteurs. Donc le revenu est un élément clé également par rapport à l'installation des jeunes, j'y reviendrai tout à l'heure. Et pour garantir ces niveaux de prix satisfaisants, attractifs, eh bien, nous devons veiller au bon fonctionnement du marché unique de l'Union européenne. La PAC en débat aujourd'hui, donc on parlait de la PAC 2020, on parle aujourd'hui de la PAC 2023, puisque c'est à ce moment-là qu'elle entrera en œuvre. Elle doit d'abord rester commune et elle doit être dotée d'un budget suffisant. Alors, il faut dire que la crise Covid qui est intervenue et qui a poussé nos dirigeants à se réunir 4 jours et 4 nuits pour définir un budget commun, a permis aussi, avec le budget relance de l'Union européenne, d'abonder le budget de la politique agricole commune. C'est une première satisfaction. Rappelez-vous, en 2018, Phil Hogan nous présentait un projet de budget avec la sortie de nos collègues du Royaume-Uni et le Brexit de moins 15% sur le premier pilier et de moins 25% sur le second pilier. Résultat des courses, avec le plan de relance et la réaffectation de moyens, nous sommes à moins 1,9% sur le premier pilier et égal statu quo sur le second pilier. Donc la crise Covid finalement a permis de montrer l'importance de la production agricole, de la sécurité alimentaire autant que du volet environnemental de la politique agricole commune. Nous sommes pour l'instant sur la période de transition. La présidence portugaise qui succède à la présidence allemande, qui a beaucoup travaillé, notamment pour obtenir un vote en Conseil des ministres en novembre dernier, puis au Parlement européen également en novembre dernier, dans une semaine extrêmement tendue et sous pression des ONG notamment et d'un certain nombre de partis du Parlement européen. La présidence portugaise s'est fixée comme objectif de boucler les trilogues en avril-mai. C'est ambitieux, mais un travail important est conduit et nous essayons d'influer sur ces trilogues. Je dois dire que pour nous, agriculteurs, ce serait important que les choses puissent être tranchées en mai-juin pour que nous ayons de la lisibilité et que nous puissions nous préparer et écrire les plans stratégiques triennaux, puisque nos ministères respectifs nous réunissent pour écrire dans chacun de nos États membres ces plans stratégiques nationaux. Et là, nous devons veiller également au caractère commun. Donc c'est important que lors du Conseil des ministres du 19 novembre, les ministres aient réaffirmé la nécessité d'avoir une PAC réellement commune. Il faut aussi préserver un certain équilibre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Green Deal fixe un nouvel horizon qui impose une croissance durable
et donc la prise en compte d'éléments environnementaux, mais nous sommes très attachés à un équilibre global, développement durable, c'est-à-dire basé sur les 3 piliers, économique, social et environnemental. Et bien les 3, et non pas un grand zoom vert et un grand virage vert, comme le voudraient certains, quoi qu'il en coûte en matière économique. Pour nos exploitations agricoles, il faut de la progressivité et il faut cet équilibre entre les 3 piliers. On parle donc de croissance verte et nous, agriculteurs, ce terme-là nous parle. Alors, parmi les éléments pour atteindre cette croissance verte, il y a une nouveauté, ce sont les écorégimes. Une parenthèse quand même, les écorégimes arrivent aujourd'hui et s'imposent à nous. Ils succèdent à une période où, depuis 2014, nous étions soumis au verdissement qui, lui, datait de 2004, non, pardon, à la conditionnalité qui datait de 2004 et au verdissement qui date de 2014. Conditionnalité et verdissement sont considérés comme acquis et pour nous, agriculteurs, c'est un pas de progrès supplémentaire qui nous est demandé pour rentrer dans les écorégimes. Donc, à tous ceux qui disent « les agriculteurs ne font pas assez d'efforts environnementaux », je réponds « quelle autre profession est capable de faire en l'espace de 6 ans 30% et encore 30% à nouveau. Aucune autre profession ne voit son revenu ou ses conditions de production soumis à 30% de règles vertes. Donc, sachons le dire, oui, nous avons une responsabilité parce que nous travaillons sur 56% du territoire si on prend en compte l'agriculture et sur 87% si on additionne agriculture et forêt, mais les écorégimes sont un pas de transition important et il faut savoir dire à l'extérieur que nous sommes vraiment dans ces transitions. Alors, avec les écorégimes, nous posons un préalable. D'abord, le préalable, c'est que les efforts des agriculteurs soient reconnus. Reconnus parce que beaucoup d'entre nous ont déjà mis en œuvre un certain nombre d'améliorations. Il faut qu'il en soit tenu compte et que ce soit reconnu. Enfin, faire en sorte que ces écorégimes reposent vraiment sur une approche incitative et que les agriculteurs soient accompagnés pour faire du mieux dans leurs exploitations en étant accompagnés par des mesures accessibles au plus grand nombre. En France, nous nous sommes fixés l'objectif d'avoir des écorégimes accessibles à tous les agriculteurs, parce que quand ça peut représenter 20 ou 30%, nous le saurons bientôt, des soutiens, ça serait trop pénalisant pour ceux qui n'y arriveraient pas. Et tout ceci, nous l'envisageons bien sûr avec des objectifs réalistes et puis des dispositifs simples et efficaces. Agriculteurs, nous avons besoin de sécurité. Pourquoi ? Parce que nous avons des investissements lourds, parfois à faible rentabilité, et donc il faut qu'on ait vraiment de la lisibilité. Il faut rappeler quand même que la politique agricole commune est une politique qui a été couronnée de succès. Donc il ne faudrait pas une déstabilisation trop forte avec un virage qui serait trop fort et pas supportable par nos exploitations agricoles. Alors nous attachons beaucoup d'importance à la réussite de ce virage-là, mais nous attachons aussi beaucoup d'importance à la simplification des dispositifs. Et là, je dois vous avouer une certaine inquiétude quand je vois ce qui se prépare en termes de complexité, de présentation, de mise en œuvre et de contrôle et de vérification de conformité. Donc, certains ministres, dont le ministre de l'Agriculture français, a présenté une proposition de droit à l'erreur pour les agriculteurs. J'espère que le gouvernement wallon pourra soutenir cette proposition de simplification et de droit à l'erreur. Enfin, j'ajoute même que même les administrations nationales ont du mal à s'y retrouver aujourd'hui lorsqu'il s'agit de faire les contrôles. Enfin, dernier point, vu la diversité des agricultures des différents États membres, nous sommes aussi attachés à une certaine flexibilité d'application des dispositifs pour que ça puisse coller aux différents États membres. Garder une politique agricole commune, oui, mais avec de l'intelligence pour l'application au territoire. Dans votre titre, quel avenir et quel défi, évidemment, nos filières et nos territoires sont questionnés. Au niveau communautaire, les outils dont nous disposons, c'est bien sûr l'OCM unique, mais également le règlement horizontal. On voit quand même qu'il y a un certain nombre de progrès que nous avons obtenus avec l'omnibus et qui donnent notamment la possibilité d'améliorer les choses en termes de fonctionnement de la commercialisation, de l'organisation des producteurs, de ce que l'on a droit de faire en termes de contrats, de référence à des coûts de production pour l'inscrire dans les contrats. On quitte un peu la logique où, dès lors qu'il y avait discussion entre les acteurs, c'était ressenti, pressenti comme une entente entre les producteurs. On voit bien qu'aujourd'hui,
Les agriculteurs sont souvent le maillon faible dans les discussions avec les industriels et les distributeurs. Donc le rééquilibrage des forces qui est proposé via Omnibus et qui est débattu aujourd'hui dans l'OCM horizontal, l'OCM unique, dans l'OCM unique peut être un élément intéressant. J'ajoute que ce qui est proposé aussi et que nous essayons vraiment de développer en France, c'est le rôle et le poids donné aux interprofessions, avec la possibilité de définir des indicateurs de coûts de production pour que les agriculteurs puissent faire reconnaître le coût de tout ce qui leur est demandé en plus, en amélioration de conditions de production. On ne peut pas mettre en compétition des produits qui sont faits en Europe avec des normes européennes et des produits qui viennent d'ailleurs sans aucun respect de normes et qui sont forcément moins chers. On le sait tous, quand on est agriculteur, mais pas seulement agriculteur, on peut tout trouver moins cher qu'en Europe. Quand il s'agit des lunettes, des baskets, des vêtements, de tous les équipements, des voitures, on peut tout trouver moins cher qu'en Europe. Donc, soumettre les producteurs européens, quel que soit leur secteur, à des règles plus en matière de transition et de pacte vert, nécessite aussi de poser des règles par rapport au commerce international. J'y reviendrai tout à l'heure. Je finis quand même sur cet aspect d'organisation des producteurs et de possibilité donnée aux agriculteurs de s'organiser. Nous avons traduit ceci dans un certain nombre de lois dans nos différents pays. La loi ne fera pas tout. Nous avons aussi besoin, nous, producteurs, de nous organiser, d'avoir des organisations de producteurs plus fortes, où nous soyons plus nombreux, des coopératives plus fortes qui regroupent l'offre et qui négocient pour nous face à des distributeurs de plus en plus organisés, puissants, ayant des parts de marché extrêmement importantes et qui parfois ont des comportements dominants sur les acteurs industriels. Il est important de dire aussi que certaines filières ont mieux réussi que d'autres. C'est le cas par exemple de la filière oléoprotéagineuse en France. Nous avons aussi des résultats dans le secteur laitier. Par contre, nous sommes en souffrance dans le secteur de la viande bovine. Et c'est un des secteurs qui a le plus de difficultés aujourd'hui à négocier des prix rémunérateurs pour ses producteurs. Or, comme c'est une production très capitalistique et à faible rotation de capitaux, il y a un doute sur la capacité à transmettre ces exploitations à la jeune génération. Le partage de la valeur, la reconnaissance des efforts faits par l'agriculteur, que ce soit des cahiers des charges, signes de qualité, bio, est quelque chose d'essentiel parce que c'est la récompense des efforts des producteurs et c'est aussi la cohérence de produits qui répondent à des attentes sociétales exprimées par les citoyens, mais que les consommateurs doivent cautionner par leur acte d'achat. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les ONG qui portent la voix des citoyens affichent beaucoup d'exigences, mais quand on regarde ce qui est consommé, ce qui est payé et les prix consentis, eh bien parfois il y a une différence et ce distinguo nous est préjudiciable. Enfin, sur la PAC également, dire que nous souhaitons aussi qu'un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui puissent être respectés ou améliorés. Nous savons que la convergence totale est inscrite dans l'avenir de la PAC. Toutefois, elle ne doit pas être trop rapide et trop violente pour ne pas pénaliser un certain nombre d'exploitations qui ont des paiements de base importants parce qu'elles sont de petite taille et intensives ou semi-intensives et ça serait préjudiciable pour elles qu'il y ait une convergence extrêmement rapide. De même que le couplage des aides qui existe aujourd'hui dans un certain nombre de pays qui correspond à des productions qui ont des difficultés et qui ont une difficulté pour s'organiser. Ce soutien, il est nécessaire de le maintenir et en même temps d'accompagner les agriculteurs pour gagner, s'émanciper de ces soutiens par une meilleure valorisation de leurs produits. Et c'est là où tous les outils économiques que je viens de décrire nous sont utiles. Mais tout ceci, nous sommes capables de le faire si nous n'avons pas de distorsion de concurrence insupportable de la part de l'extérieur. Et je dois dire que l'avenir des exploitations familiales telles qu'elles sont très présentes en Wallonie et telles qu'elles sont très présentes aussi en France, est très liée aux décisions qui vont être prises. On voit une génération de jeunes agriculteurs qui a envie de s'installer. On sait aussi qu'il y a dans nos pays un enjeu démographique extrêmement important, avec un pourcentage important d'agriculteurs qui ont plus de 50 ans, qui vont quitter dans les 10 ans qui viennent, un pourcentage important même au-delà de 55 ans, ce qui fait qu'il y a urgence à penser autrement l'installation des jeunes agriculteurs. L'élément le plus attractif pour les jeunes agriculteurs, osons le dire, c'est la
capacité à dégager du revenu et avoir un niveau de vie similaire aux autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, le revenu des agriculteurs européens n'est qu'à 47% du revenu moyen du reste de l'économie. Donc nous sommes en retard en termes de niveau de revenu. Il faut que nous améliorions les choses. C'est également la capacité pour les jeunes à trouver du foncier. Dans un certain nombre de pays, le foncier est très couru, très cher parfois. Il faut mettre en place des dispositifs pour faciliter et prioriser l'accès des jeunes au foncier. Autre élément qui est important, c'est la visibilité que l'on donnera dans la PAC, notamment avec le Top-up JA, mais aussi avec des dispositifs qui permettent d'avoir des garanties de création de revenus par l'économie pour réussir cela. Attirer des jeunes, c'est aussi avoir un message positif vis-à-vis du métier d'agriculteur. Très souvent, nous parlons de ce qui va mal, insuffisamment de ce qui va bien. Nous voyons que la jeune génération arrive aujourd'hui avec des idées nouvelles pour les projets d'installation, avec plus de projets sur des exploitations qui veulent transformer leurs produits, intégrer de la technique, de la technologie. Et ces jeunes-là doivent trouver pleine place en tant que nos voisins ou nos successeurs. Et nous devons vraiment faire cette place aux jeunes parce que nous savons que derrière, c'est la vitalité des zones rurales, de l'agriculture dans son ensemble et la capacité à transmettre nos outils. Permettez-moi de revenir quelques instants sur le pacte vert. Le pacte vert a fait beaucoup débat. Le pacte vert a été présenté par Madame Ursula von der Leyen avant la crise Covid. Ce pacte vert a été soutenu par le Parlement européen, soutenu par les chefs d'État et est soutenu aujourd'hui dans tous les pays. Ce pacte vert, pourquoi s'impose-t-il? Parce que nous voyons bien que changement climatique, effets collatéraux de ce changement climatique sur toutes les activités, mais nous, agriculteurs, nous sommes très impactés par ce changement climatique, dégradation de la biodiversité dans certains endroits, impact sur la production agricole, nécessite un certain nombre d'adaptations. Objectif neutralité carbone en 2050, qui a été voté par les États membres, nécessite un certain nombre d'adaptations de tous les secteurs d'activité, pas que l'agriculture. Concernant l'agriculture, cela a été décliné en 2 stratégies. La stratégie Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, de la ferme à la table, et la stratégie en faveur de la biodiversité. Ces 2 documents sont essentiels et seront impactants indéniablement pour l'agriculture. Alors, soyons clairs, nous ne contestons pas l'orientation qui a été donnée de ce pacte vert. Nous savons que c'est la direction vers laquelle il faut aller, concilier la performance économique et la performance écologique. Par contre, ce qui nous gêne, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact suite à l'énoncé d'un certain nombre d'objectifs chiffrés. Or, toute décision au niveau européen doit être précédée, et c'est requis conformément aux règles de la Commission et d'amélioration de la réglementation, qu'il y ait, dans toute décision politique ou réglementaire, une étude d'impact. Cela n'a pas été fait. La seule étude d'impact qui a été faite, elle a été faite aux États-Unis, ce qui est de nature à nous inquiéter. Donc, si nous partageons l'orientation, nous sommes inquiets sur les niveaux qui ont été déjà énoncés. Donc, est-ce que ce sont ceux-là qui seront retenus jusqu'au bout? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'afficher moins 50% de produits phyto d'ici 2030, moins 20% d'engrais, 25% d'agriculture biologique, 10% de surface en haute intensité, en biodiversité, ce sont des chiffres et des objectifs qui nous préoccupent. Parce que si nous revenons à outils techniques constants, nous n'y arriverons pas. Pour atteindre ces objectifs, il faut que le secteur agricole puisse être accompagné. D'abord, il faut qu'il y ait la reconnaissance des efforts faits par les agriculteurs et par bon nombre d'entre nous. Il faut pour cela engager un vrai dialogue avec la Commission et ne pas avoir une commission accusatrice et donneuse de leçons, comme c'est malheureusement un peu trop le cas par la voix de M. Timmermans, vice-président en charge de la mise en œuvre du Green Deal, qui passe plus de temps à critiquer ce que nous ne faisons pas qu'à reconnaître ce que nous faisons déjà. Et ça nous ennuie. Donc nous voulons un dialogue régulier, constant, serein avec les représentants de la Commission. La deuxième condition de réussite, c'est que ça ne mène pas en péril la compétitivité de nos exploitations. Et donc pour cela, il faut que ce soit progressif, que nous soyons accompagnés par la recherche, l'innovation, tous les outils numériques et d'innovation de l'agriculture de précision, les éléments de formation, de transfert de connaissances, de conseils auprès des agriculteurs pour accompagner tous les agriculteurs.
Tous les agriculteurs sont capables d'adaptation s'ils sont accompagnés. Donc, il faut des moyens financiers, un calendrier et un accompagnement. Et nous réussirons si et seulement si nous sommes capables de maintenir l'équilibre entre économie, environnement et facteur social, c'est-à-dire la capacité à supporter l'ensemble de ces changements-là. J'avance pour évoquer un autre élément extrêmement important. Si l'agriculture européenne a réussi à être un leader mondial en termes de production et de production de qualité, c'est parce que les agriculteurs, depuis des années, ont fait des efforts et que nous avons évolué dans un cadre connu et lisible. Notre inquiétude aujourd'hui, elle porte sur le fait que, en même temps que la Commission, le Parlement, le Conseil des ministres nous imposent des règles plus élevées à nous, agriculteurs, comme aux autres secteurs, l'Union européenne est tentée d'ouvrir ses frontières très largement à des pays qui ne respectent pas les mêmes règles de production. Il y a là une vraie question de cohérence politique de nos gouvernants et je les ai interpellés à plusieurs reprises. Encore la semaine dernière, le commissaire en charge de l'agriculture, le commissaire Wojciechowski, le commissaire en charge du commerce, l'ensemble des commissaires, la présidente de la commission aussi, pour dire qu'on ne peut pas imposer aux agriculteurs des conditions de production si en même temps les frontières s'ouvrent et que des produits ne respectant aucune des règles arrivent sur notre territoire. Ça, c'est un élément extrêmement important et que ce soit la comptabilité carbone aux frontières, la mesure de l'empreinte carbone, l'homogénéisation des normes, c'est-à-dire la possibilité pour l'Union européenne d'imposer les mêmes règles en termes phytosanitaires, bien-être animal, carbone aux produits qui rentrent d'ailleurs. Sinon, c'est mettre les agriculteurs européens en distorsion de concurrence et en danger. Donc voilà pourquoi sur les discussions du moment, nous sommes très critiques vis-à-vis de l'accord Mercosur. Il y a eu, il y a un an, un refus de signer l'accord Mercosur en l'état. Nous considérons qu'il n'y a pas suffisamment de garanties et d'évolutions positives apportées par les pays d'Amérique du Sud. Le président Bolsonaro continue à déforester pour produire plus, pour exporter, se moque des injonctions sur les produits phytosanitaires et a réhomologué plus de 230 molécules phytosanitaires. Des rapports ont été faits sur les aspects sanitaires parfaitement critiquables des industries viande bovine en Amérique du Sud. Bref, tout ceci concourt à ne pas inspirer confiance. Et d'ailleurs, bon nombre d'associations de consommateurs sont d'accord avec nous pour être en désaccord sur la signature Mercosur. Inquiétude aussi sur la Nouvelle-Zélande et l'Australie pour nos collègues producteurs ovins, mais pas seulement. Inquiétude enfin avec le Mexique, inquiétude avec les viandes qui pourraient arriver et les volumes s'additionnent pour faire porter un préjudice à ce secteur-là au moment où le marché européen de viande est déjà chargé. Un point de satisfaction quant aux relations avec d'autres pays extérieurs à l'Union, c'est le cas du Royaume-Uni, extérieur à l'Union, et nous regrettons le choix du Brexit, mais il est là. Nous saluons le travail qui a été fait par M. Barnier pour qu'il n'y ait pas de quotas, pour qu'il n'y ait pas de droits de douane et que les mêmes normes s'appliquent de part et d'autre de la Manche. Le Royaume-Uni est un débouché important pour les agriculteurs européens que nous sommes et nous souhaitons garder des échanges à armes égales, si je puis dire, avec le Royaume-Uni. Après ceci, et je vais en terminer là, pour dire que c'est un paysage particulier auquel est confrontée l'agriculture, beaucoup de changements maintenant qui peuvent effrayer les agriculteurs. À nous, responsables professionnels, à la tête de nos organisations nationales et de nos organisations européennes, d'essayer d'élever le débat et d'éclairer l'horizon. Élever le débat, c'est faire reconnaître que l'agriculture et l'alimentation ont été reconnus comme un secteur essentiel. C'est extrêmement important. Des professions qui ont été jugées non essentielles, dont les établissements sont fermés aujourd'hui, le vivent très mal. Donc, apprécions et capitalisons sur le fait que notre secteur est un secteur essentiel, l'alimentation. Il est question aujourd'hui de souveraineté alimentaire solidaire, et elle doit s'envisager à l'échelle de l'Europe. Quand un chef d'État se déplace sur un théâtre de guerre ou sur un événement dramatique, comme par exemple l'explosion des silos à Beyrouth, qu'est-ce qu'il emmène en premier? Des paquebots de blé, des rations de viande, de biscuits, de lait déshydraté pour nourrir les populations et notamment les enfants.
Ça montre bien que cette politique agricole qui est capable de produire, de transformer et de stocker, elle a toute sa valeur. Cette politique de régulation, elle a toute sa valeur aussi, donc il faut la soutenir. La souveraineté, ça ne veut pas dire qu'on va refermer nos frontières, ça veut dire qu'on est prêt à échanger, mais qu'on veut échanger dans des conditions de production qui soient équitables. Oui, il y a des transitions qui nous perturbent, parce que nous le faisons souvent sous le regard critique de la société et de l'opinion. Mais la curiosité nouvelle qui est venue avec la crise Covid et les confinements nous pousse à être plus dynamiques et plus affirmatifs dans les communications que nous faisons. Les réseaux sociaux, les fermes ouvertes, les portes ouvertes nous permettent de dialoguer directement avec des consommateurs plus curieux et plus attentifs aujourd'hui. Et en Wallonie comme en France, les citoyens aiment leurs agriculteurs, soutiennent leurs agriculteurs. Donc parlons directement aux consommateurs, montrons nos contingences d'agriculteurs et essayons de nouer ce nouveau dialogue avec la société pour un nouveau contrat et comptons d'abord sur nous-mêmes pour apporter ces réponses. C'est vraiment ce que nous portons aussi au sein du COPA. Sur la place de Bruxelles, les ONG sont nombreuses, très présentes, bavardes, et donc nous avons décidé d'être plus présents aussi pour parler nous-mêmes de ce que nous sommes, de ce que nous représentons et le faire de façon offensive. Alors à tous les collègues agriculteurs qui sont connectés aujourd'hui, ayons confiance, une nouvelle période s'ouvre où l'alimentation redevient capitale. Ceux qui pensaient qu'en un clic, on pouvait tout commander à l'autre bout de la planète voient bien que ce n'est pas aussi simple que ça et que l'approvisionnement local, c'est-à-dire à l'échelle de chaque pays, à l'échelle de l'Union européenne, est quelque chose qui a une très très grande valeur. Donc gardons espoir, travaillons et battons-nous pour une PAC qui nous permette d'atteindre tous ces objectifs. Merci de votre écoute. Merci à vous, Christiane Lambert. On reviendra vers vous dans quelques instants, mais d'abord, on se retourne un peu vers vous, Geoffrey Mine, pour l'aspect économique. Voilà, on aimerait... c'est un agriculteur qui nous fait part de ses inquiétudes en tant que producteur. Si un acheteur de sa production tombe en faillite pour cause de Corona, y a-t-il des aides prévues pour ce producteur? Quels sont les outils pour soutenir cette relance après la crise du coronavirus? Alors, d'un point de vue très pratique, ça, je serais incapable de vous dire s'il y a des aides qui sont prévues dans ce cas précis. Maintenant, allez, en ce qui concerne la reprise et les outils qui doivent être à disposition, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête aussi, c'est que les outils d'ordre budgétaire restent assez limités. Et ça, on atteint maintenant une dette publique qui est quand même assez élevée. Elle était considérée comme élevée avant la crise, elle l'est encore maintenant. Et en plus de ça, dans les années à venir, on s'attend quand même à un déficit qui va rester élevé. Donc, allez, je veux dire, ici, dans ce cas très précis, j'aurais du mal à donner une réponse très précise. Ici, en tant qu'économiste, par contre, je peux simplement vous dire que les aides qui vont être fournies vont, dans les prochaines années, être présentes tant que la crise va durer, mais vont rester relativement temporaires. Question par rapport à la BCE qui a et va apporter de la liquidité dans l'économie européenne. On nous demande comment les États vont rembourser cette nouvelle dette et qu'est-ce que ça va coûter aux citoyens? Alors, au niveau de l'aide monétaire qui est fournie, alors ici, il y a tout ce qu'on appelle la politique monétaire traditionnelle, qui est la politique de taux bas avec des taux négatifs. Donc avec la Banque Centrale Européenne qui vient en compressant les coûts et avec la politique non traditionnelle qui permet de stabiliser les marchés, de garantir la fonction bancaire. Alors, combien est-ce que ça va coûter? C'est plus toutes les mesures gouvernementales qui vont potentiellement coûter à l'avenir. Maintenant, il faut bien distinguer deux périodes. Ici, on est entre guillemets, on est encore en plein milieu de la crise. Ici, on est encore à court terme. Allez, une partie de notre économie est complètement à l'arrêt. Donc, pour l'instant, on reste dans une phase où on va augmenter le déficit. On est dans cette phase où le pompier doit essayer de contrôler l'incendie. Donc, l'heure n'est pas au débat de qui va payer et combien ça va coûter. Pour l'instant, c'est
le tout, c'est d'essayer de contrôler l'incendie. Savoir combien ça va coûter à l'avenir, eh bien, la première chose, c'est qu'on a de la chance, entre guillemets, que les taux soient relativement faibles. Donc ça veut dire que tous les emprunts qui sont faits aujourd'hui sont faits à des taux records relativement bas. Et donc l'État va devoir rembourser, mais avec un taux relativement faible. Alors, est-ce que l'État va devoir rembourser? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais je pense que l'objectif doit être d'essayer de limiter l'impact dans le temps. Donc on doit essayer de revenir à la normale dans relativement peu de temps. Une fois qu'on sera sorti de la crise, donc, et quand je dis sorti de la crise, ça veut dire une fois que la crise sanitaire sera terminée, mais qu'en plus de ça, on aura réussi à sauver les entreprises viables et qu'on aura réussi à stabiliser l'ensemble de l'économie. Donc là, on est en train de parler dans les 2-3 prochaines années en étant optimiste. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, on fera le compte de combien, de combien ça aura coûté dans la totalité et de ce qu'il faudra faire. Évidemment, dans la période actuelle, ça n'a pas vraiment de sens de charger les entreprises qui ont déjà du mal et charger des ménages qui ont aussi du mal. Donc aujourd'hui, je pense que là n'est pas le débat. Merci Geoffrey Mine. On a reçu aussi 2 questions pour Christiane Lambert. La première, c'est n'est-il pas illusoire de penser que l'on peut s'opposer à des pays aussi puissants que les États-Unis, par exemple, dans nos relations commerciales? Les États-Unis, par la voix de M. Donald Trump, ont été extrêmement virulents, incompréhensifs. Il y a eu des volte-face, on l'a vu avec la Chine, on l'a vu aussi avec d'autres pays. Les mesures de rétorsion qui ont été prises contre les producteurs européens suite au conflit Boeing-Airbus, avec une taxation des vins français, une taxation des fromages italiens, des olives espagnoles, les huiles d'olive espagnoles, montrent aussi leur capacité à semer la zizanie en Europe pour faire se disputer les pays européens. Il y a un fort impact commercial puisque, par exemple, en France, on a perdu 1 milliard d'euros de vente de vin aux États-Unis. Nos collègues producteurs de fromage en Italie ont perdu à peu près la moitié de la somme. C'est la diplomatie qui doit jouer. Ce ne sont pas les agriculteurs seuls qui peuvent jouer. Et donc, la diplomatie européenne doit jouer. Elle est au travail en ce moment. Alors, discuter et dialoguer avec Donald Trump, c'était mission impossible parce qu'il prenait une mauvaise décision chaque matin en se levant. Discuter avec l'administration Biden, on espère que ça sera des relations plus apaisées. On l'espère. Malgré tout, l'Europe étant un très grand continent producteur et exportateur, il est perçu comme un concurrent par les États-Unis qui essayent de prendre des marchés. La guerre commerciale est présente partout. C'est aussi pour ça que nous sommes réjouis de la nomination de la nouvelle directrice de l'Organisation mondiale du commerce. Sa nomination a été bloquée parce que les États-Unis bloquaient depuis le mois d'août de l'année dernière. Nous nous sommes plus attachés au multilatéralisme, c'est-à-dire à la discussion à l'Organisation mondiale du commerce, avec une instance de règlement des conflits, plutôt que des relations bilatérales qui sont très, très, très liées aux décisions d'un seul décideur. Donc, on est plus fort, Europe entière, pour peser vis-à-vis des grands continents qui sont nos compétiteurs aujourd'hui, qu'il s'agisse des États-Unis d'un côté, du Canada, du Mercosur ou de la Chine de l'autre côté. Une question par rapport à la PAC, cette fois, comment résoudre la question épineuse de la définition de ce qu'est un agriculteur véritable? On nous dit qu'il est important que les aides de la PAC arrivent bien chez les agriculteurs qui fournissent notre alimentation. Alors, il y a déjà eu des progrès puisque un certain nombre de bénéficiaires ont été supprimés, les aéroports, le foncier détenu par des collectivités publiques. Aujourd'hui, la question se pose sur qui est un agriculteur véritable. Bon, il y a eu aussi toute la question de la reine d'Angleterre, du prince Charles, du prince de Monaco, etc., qui sont des détenteurs fonciers. Chaque État membre doit définir qu'est-ce qu'est un agriculteur véritable. En France, nous avons réfléchi et nous en arrivons à dire d'abord, pour procéder par élimination et progressivement, qu'un agriculteur véritable est une personne qui n'a pas liquidé sa retraite. C'est-à-dire déjà dire que les gens qui sont à la retraite et qui conservent du foncier sont des gens qui ne facilitent pas l'installation.
Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une très grande hétérogénéité de profils d'agriculteurs aujourd'hui selon les pays, les départements et les productions. On voit beaucoup de situations où des enfants d'agriculteurs gardent le patrimoine familial et font faire le travail à façon par des entrepreneurs extérieurs. Nous essayons d'avancer un peu plus loin en définissant qui est agriculteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable des capitaux, qui dirige l'exploitation, qui tire ses revenus de l'exploitation majoritairement. Mais on voit bien que les nouveaux profils qui arrivent aujourd'hui nous obligent aussi à être très attentifs sur les règles que nous allons poser. Et par contre, c'est vrai que quand nous nous posons ces questions-là, et elles sont assez similaires entre la Wallonie et la France, dans d'autres pays, c'est que dire par rapport à des holdings qui détiennent 170 000 hectares. Donc l'Europe, c'est aussi ça. Donc c'est aussi pour cela qu'il faudra beaucoup de subsidiarité dans la définition de qui est un agriculteur véritable et qui peut bénéficier des soutiens publics. Merci Christiane Lambert, merci aussi à Geoffrey Mine d'avoir été avec nous et merci à vous. Continuez à nous envoyer toutes vos questions, nous les relayerons